à Erika Cadassa, la première colistière de la liste La Nouvelle Nantes. Nous sommes en 1504. Une femme va être exécutée par pendaison. Dans ses yeux, le défi. Elle invoque les forces universelles dans sa langue natale. Elle s'apprête à livrer son dernier testament. Elle ne se retourne pas vers la foule des colons espagnols venus se repaître de sa mort, ni vers ses bourreaux qui ont trahi son hospitalité, convaincus de leurs bons droits royaux. Elle s'adresse aux pages noires esclaves qui éventent le juge venu la condamner, et elle prononce ces mots. C'est à toi que je confie les clés de mon royaume. Par cette phrase prophétique, la reine amérindienne Taïnos Anacaona scella le destin révolutionnaire de la Caraïbe. Camarades, Anacaona était poétesse. Elle composait des aréitos, ces chants sacrés qui transmettent l'histoire, les lois et la sagesse de son peuple. Les colons l'ont pendue, puis ils ont effacé sa langue, ses rites, ses récits. Ils ont appelé ça civilisé. C'est toujours la même histoire, comme dans le mémorial de Nantes, privé du Code noir. Il y a la culture, celle qu'on subventionne, qu'on expose, qu'on consacre dans les musées et les théâtres du centre-ville de Nantes. Et puis il y a les cultures, celles des peuples, des quartiers, des traditions populaires, des résistances, celles qu'on folklorise quand on ne l'étouffe pas. À Nantes, sur l'île Fédot, les armateurs négriers faisaient sculpter des mascarons à l'effigie de Mercure et de Neptune sur leurs autels particuliers. Ils se faisaient peindre en majesté entourés de leurs esclaves domestiques, comme les époux d'Urbouk. C'était leur culture, l'ostentation du crime, l'esthétisation du pillage. Pendant ce temps, dans les cales des navires, les déportés chantaient. Ils préservaient leur rythme, leur langue, leur dieu. De cette résistance culturelle naîtront le vaudou, le gros-cas, le blues, le jazz. Tout ce que l'Occident finira par récupérer en effaçant ses origines. Aujourd'hui, la région supprime les subventions à la culture. Les compagnies ferment, les festivals populaires s'éteignent, les lieux de création dans les quartiers disparaissent. On nous dit qu'il faut faire des économies. Mais pour qui? Pourquoi? Et l'éducation culturelle populaire alors? Nous portons une autre vision. La culture n'est pas un supplément d'âme pour tant de prospérité. Elle est le ciment du peuple, le lieu où se forge la conscience commune. C'est pourquoi nous défendrons une éducation populaire vivante, des maisons de quartier, des ateliers de pratique artistique, des espaces où toutes les cultures se rencontrent et se fécondent. Non pas la culture descendante des sachants vers les ignorants, mais la culture horizontale, celle qui naît du partage et de la création collective, car le peuple ne veut pas être asservi ni dans son travail, ni dans son esprit. Le 14 août 1791, la foule des Marrons est réunie dans le secret. Tous sont conscients d'avoir peut-être assisté à leur dernier crépuscule. À quelques lieues dans le port du Cap Français, les navires de guerre débarquent, l'armée la plus puissante d'Europe. La raison de l'extermination qui s'annonce, ils ont osé défier l'empire colonial en réclamant l'égalité des droits. Tenus par leur détermination sans faille, ils laissent un homme s'avancer. C'est le Ougan Djouti Boukman. Il procède au rituel vaudou. Tous se lient en buvant le sang versé. La question n'est pas de croire, mais d'honorer ce qu'ils ont sacrifié dans la croyance pour ouvrir la voie de la liberté. Celle qui parle dans nos cœurs à tous. C'est à la tombée du crépuscule suivant que fut actée la naissance mythologique de la première république noire baptisée dans le sang des colons, inspirée du nom des terres arrachées à la souveraine Anacaona, Haïti. Bois caïman, un rituel dans la forêt, des hommes et des femmes qui invoquent les forces de la terre avant de se lever contre leurs oppresseurs. Ce n'est pas du folklore, c'était une vision du monde.
celle où l'humain n'est pas séparé de la nature, où la terre nourrit et protège, où le vivant est sacré. Les peuples premiers ont transmis cette planète de force sous la pression des armes des colonisateurs. Ces peuples, dans leur écrasante majorité, y avaient tiré subsistance pendant des millénaires sans jamais la détériorer, prenant seulement ce qu'il leur fallait. Ce que nous théorisons aujourd'hui sous le nom d'écologie était simplement, pour les anciens, la beauté de la vie quotidienne. Les cultures amérindiennes, kanaks, africaines, palestiniennes, le jardin créole et les traditions paysannes européennes en témoignent. Ils ont osé traiter de sauvages des humanités bien plus expérimentées, ancrées dans la sagesse ancestrale, comme aujourd'hui. Ils traitent de terroristes le peuple palestinien en lutte pour sa survie. Mais qui a violenté notre habitat commun? Peut-être pense-t-il qu'il existe une planète de rechange. À Nantes, les capitaux de la traite ont financé des manufactures d'indiennes, les raffineries de sucre, l'industrie naissante. Ce modèle extractiviste, prendre, transformer, jeter, est né dans le sang de la colonisation. Il continue aujourd'hui sous d'autres formes. À la Chapelle-sur-Eure, on s'apprête à imperméabiliser 12 hectares de terres agricoles biologiques, 12 hectares arrachés à la production alimentaire locale, au moment même où de jeunes agriculteurs cherchent désespérément des terres pour s'installer. On bétonne pendant qu'on importe, on détruit pendant qu'on prétend verdir. On prête à Sitting Bull les mots suivants. Lorsqu'ils auront asséché la dernière rivière et pêché le dernier poisson, ils constateront que l'argent ne se mange pas. Nous portons une écologie réelle, populaire et décoloniale, une écologie qui ne sépare pas la justice sociale de la prévention du vivant. C'est pourquoi nous lutterons pour inscrire dans le plume la prévention des terres agricoles biologiques de la couronne nantaise et lierons cette prévention à notre projet de sécurité sociale de l'alimentation. Le bon manger, le bien manger pour tous. Des circuits courts, des cantines approvisionnées localement, des régies municipales alimentaires. Développer la paysannerie, travailler avec les paysans pour co-construire notre santé alimentaire, que chacun reçoive selon ses besoins et paye selon ses moyens. Car nourrir le peuple avec ce que produit son terroir, c'est la première des souverainetés. Début mai 1802, des mains écrivent sous la dictée de Louis Delgrès, commandant de la Basse-Terre, né libre de couleur. Mais ces mains ne sont pas celles d'un libre de couleur, elles sont blanches. Ce sont celles du jeune Monroe, créole de la Martinique, adjudant de place. Ensemble, ils tiennent la plume et nous livrent le testament des révolutionnaires, des insurgés de la Guadeloupe. À l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Il dénonce le général Richepens et l'amiral Lacrosse, artisans de la proscription qui frappent les citoyens fidèles à la République. Il signe et termine ainsi. Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. L'armée républicaine menée par Delgrès et la section des Marrons, avec à leur tête la mulâtresse Solitude, emportèrent avec eux 200 soldats napoléoniens en se faisant sauter du haut du Fort Saint-Charles dans les hauteurs du Matouba. Monroe fut exécuté par pendaison pour avoir refusé de renier la proclamation qu'il avait contribué à rédiger. L'enfant à naître de solitude, reconnu pour sa seule valeur marchande, offrira à sa mère, de son vrai nom Rosalie d'Anglemont, quelques mois de sursis. Livré dès sa naissance à un planteur esclavagiste, sa mère sera pendue en place publique séance tenante. Delgrès, Monroe et Solitude, un noir, un blanc, une femme, un libre de couleur,
un jacobin de la République, une négresse marronne. Ensemble, ils ont défié Bonaparte. Ensemble, ils sont morts. Voilà ce que signifie l'alliance contre l'oppression. Voilà ce que signifie la lutte intersectionnelle. Car les dominations ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Être femme et racisée, être âgé et pauvre, être handicapé et immigré. Chaque discrimination en renforce une autre, et le système qui les produit est le même, celui qui hiérarchise les vies humaines selon leur utilité au capital. À Nantes, en 1955, les métallurgistes des chantiers de la Loire se sont levés pour leur salaire, mais dans leur rang marchaient aussi des femmes, des immigrés, des anciennes colonies. La grève n'était pas qu'économique, elle était la revendication d'une dignité commune. Très bientôt, sans notre opposition farouche, le futur centre de rétention administratif enfermera des hommes, des femmes et des enfants dont le seul crime est d'avoir cherché une vie meilleure. On les parquera aux portes de la ville, invisibles, silencieux, niés dans leur humanité. C'est le continuum colonial, la même logique qui triait les corps sur les quais du quai de la Fosse. Et dans notre centre-ville, nos aînés n'ont plus leur place. Où sont les bancs pour se reposer? Où sont les toilettes accessibles? Où sont les espaces de rencontre qui ne soient pas des lieux de consommation? La ville est devenue hostile à ceux qui ne produisent pas, qui ne consomment pas assez vite, qui ne correspondent pas au modèle du citadin performant. Nous porterons une ville inclusive, une ville qui combat toutes les discriminations, qu'elle frappe les femmes, les personnes racisées, LGBTQIA+, âgées ou en situation de handicap. C'est pourquoi nous créerons des espaces d'accueil dans chaque quartier avec des toilettes adaptées, des lieux de repos, des points d'eau, des espaces de mixité sociale où le jeune croise l'ancien, où le valide côtoie la personne en situation de handicap, où le passant s'arrête et où l'isolé retrouve du lien. Car une ville qui exclut ses plus fragiles n'est pas une ville, c'est une zone commerciale. Nous sommes le 7 juin 1802. Un homme est arrêté et mis au fer, enchaîné. Il s'avance vers le quai de déportation, escorté par des soldats en armes. On va l'arracher à son île. Il comprend qu'il n'y reviendra pas. Alors il prononce ces paroles. En me renversant, vous n'avez fait qu'abattre à Saint-Domingue le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera par ses racines, car elles sont profondes et nombreuses. Ces derniers mots de Toussaint Louverture sonnèrent comme une prophétie, la transmission du combat hérité, le combat de la grande cacique Anacaona. Toussaint parlait de racines profondes et nombreuses. Il parlait d'un combat qui ne meurt jamais parce qu'il est ancré dans la terre, dans l'histoire, dans la chair des peuples. Nous sommes issus de ces racines. Et ce que nous portons n'est pas un catalogue de mesures, c'est un projet de civilisation urbaine, un projet où tout se tient. L'écologie soutient la justice sociale, car on ne peut pas demander aux plus pauvres de sauver la planète pendant que les plus riches la détruisent. Préserver les terres agricoles pour nourrir le peuple, c'est lui rendre sa dignité. La justice sociale rend possible l'égalité réelle, car on ne peut pas parler d'égalité quand certains n'ont pas accès aux soins, à l'éducation, au logement, à la culture, quand la ville elle-même est conçue pour les exclure. L'égalité réelle permet la paix civile, car la violence naît de l'injustice. Ce qu'on humilie, ce qu'on ignore, ce qu'on désigne comme bouc émissaire finissent par se lever. Alors, que propose la droite extrême de Foulques Chombardelot?
envoie des CRS, comme en 1955 contre les ouvriers nantais, comme contre les grands frères venus tempérer la colère des jeunes en Guadeloupe, comme contre les mouvements légitimes des Kanaks, comme pour charger la République des Invalides de Gralin pendant le mouvement du 10 septembre, ici même à Nantes. La paix civile ouvre la voie à la fraternité, car c'est seulement quand la peur recule que la confiance peut naître. C'est seulement quand on cesse de se disputer les miettes qu'on peut partager le pain. Et la fraternité fonde la vie comme communauté humaine, non pas comme machine à produire et à consommer, mais comme lieu de vie commune, de destin partagé, de mémoire et d'avenir, où tous les peuples opprimés trouveront des alliés qui manifestent à leur côté, comme nous nous engageons aux côtés de la Palestine, du Congo, du Soudan, du Venezuela et de bien d'autres. Nous voulons dénoncer et faire reculer le colonialisme et l'impérialisme. Voilà ce que nous voulons pour Nantes, une ville qui assume son histoire, le pire comme le meilleur. Une ville qui honore ses morts, les déportés des cales négrières, les ouvriers tombés au combat, nos enfants fauchés par la police de répression, les résistants de toutes les époques. Une ville qui prépare l'avenir pour les générations qui viennent en honorant les générations qui ont précédé. Une ville qui fait vivre l'humanité par l'amitié entre les peuples. Nous refusons d'être simplement des gestionnaires de la misère des nôtres, comme entend continuer à l'être la numéro 2 du PS, la maire sortante de Nantes, Johanna Rolland. Nous allons marronner ce système, celui du PS, comme celui pire encore de Foulques Chambard-de-L'Eau, qui nous propose d'armer davantage la police pour porter la guerre civile dans nos quartiers et tirer sur nos enfants à l'aveugle. Le seul projet de ces gens-là est de rendre Nantes fasciste et discriminante, pour que la bourgeoisie continue de nous écraser, tandis qu'elle se gave et vit en sécurité dans des quartiers réservés. Partout dans le monde, les opprimés se lèvent, des Antilles à Gaza, de la Kanaki à Caracas, de New York à Nantes. Nous sommes les héritières et héritiers de celles et ceux qui ont brisé les chaînes. Aujourd'hui, ici, nous écrivons la suite de cette histoire. Parce que tout monde c'est monde, toute vie est une vie. À l'univers entier, vivre libre ou mourir. Mais laissez un peu d'applaudissements pour le futur maire de Nantes, Monsieur William Aucan.